Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour faire le débrief de ce Tour de France 2022. Et puis, on attaque le bilan des sprinters dans ce Tour de France 2022. Comme d'habitude, les coureurs top, corrects, pas foufou. Et puis les flops sur ce Tour de France 2022. C'est-à-dire les coureurs qui ont été quand même en difficulté pendant cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Bilan des sprinters, on n'a pas eu des grands sprints, même les sprints massifs j'ai eu sur le Giro des meilleurs sprints que sur le Tour de France. On a eu un Van Aert qui était quand même très fort, un Philipsen qui en fin de course était très fort aussi. Alors, Jacobsen qui gagne son sprint. C'est peut-être lui qui a gagné le sprint le plus étriqué, Jacobsen, avec Philipsen, où ça joue quand même à une roue, un des sprints de Philipsen. Mais ouais, ça a été... En fait, ça s'est fait assez naturellement, quoi, les sprints. Il n'y a pas eu de sprint hyper serré. Même les premiers jours, c'était touchy, mais c'était pas hyper serré, quoi. En même temps, on n'avait pas. Il y a beaucoup de sprinters qui n'étaient pas là dans le final des sprints aussi, à certains moments. Parmi les coureurs top, j'ai mis bien entendu Van Aert, vainqueur du maillot vert, Wout, qui. C'était un tour pour vous de Van Aert pour aller chercher le maillot vert. Bon, j'ai même été surpris quand j'ai vu autant de sprinters aller sur le Tour de France. Par rapport au Tour d'Italie, le Tour d'Italie, il y avait Arnaud Démare a bien fait de faire le Tour d'Italie, parce qu'il y avait beaucoup plus de possibilités sur le Tour d'Italie que sur le Tour de France. C'est-à-dire des sprints massifs, tu en avais 4. Et sur les 4, il y a la victoire de Laporte à Cahors. On ne peut pas vraiment dire que c'est un sprint massif. Donc c'était très compliqué pour les sprinters. Et donc j'avais dit le maillot vert, il sera gagné par un mec qui a des qualités de puncher. Donc j'avais mis au départ Van Aert, j'avais mis également Sagan, mais qui au final n'a pas été suffisamment fort. J'avais mis Pedersen, il en a manqué aussi une chouille pour Pedersen. Et puis j'avais mis Michael Matthews, mais comme on s'est partagé un petit peu les points avec Renaud Vegan, ça a été plus compliqué pour Michael Matthews. Il a été au-dessus, Van Aert. Voilà, c'est-à-dire que sur les sprints en côte, il a été au-dessus, car il est déjà au-dessus en temps normal. Il a réussi à choper des points un peu partout. Et puis, sur les sprints, on va dire, plus classiques, il s'en est bien sorti, notamment à Nyborg, à Zanderborg. Il prend la 2e place. Saint-Etienne, il remporte le sprint du peloton. Je dirais que sa plus mauvaise place, c'est à Cahors, où il joue pas le sprint à Cahors, où il finit 71e. Et puis, il remporte également le contre-la-montre de Rocamadour. Il fait 2e du premier contre-la-montre à Copenhague. Il bat le record de points sur le maillot vert avec 480, je crois, de tête. Mais il a été au-dessus pendant ces 3 semaines. Mais comme il avait été déjà très fort sur le Dauphiné, comme il a été très fort sur Paris-Nice, voilà, encore une fois, sur les sprints, il n'y a pas eu de mauvais résultats. Sur les classiques non plus. Il fait une très grande année, Wout. Il fait une très grande année. 38 victoires chez les pros. Et sur ce Tour de France, il y en a 1, 2, 3. Sur la saison, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est un coureur qui a été formidable. Il a fait une très grande année. 9 victoires désormais sur le Tour de France. Bon, voilà, aujourd'hui c'est le coureur le plus polyvalent des sprinters. Il remporte en plus une
L'étape de Lausanne où il fait un énorme finish. Il est 7e à Saint-Étienne, 2e à Carcassonne, 3e à Hautacam, où il fait un énorme boulot pour son leader. Et c'est un peu comme Jalabert, quoi. Il est aussi bon je dirais qu'en sprint qu'en montagne. Après, bon, s'il veut gagner aujourd'hui, il faudrait qu'il passe sous les 75 s'il veut gagner un grand tour. Est-ce que c'est son objectif? On verra. Par exemple, Peter Sagan n'a jamais voulu remporter les grands tours. On le reverra du côté du Grand Prix Ouest-France, enfin de la Bretagne classique, ensuite Grand Prix de Québec, Grand Prix de Montréal. Et puis pour les championnats du monde, il fera partie des favoris. Hein. Van Aert, si on ne se rate pas autant que l'année dernière du côté de l'équipe de Belgique, ça devrait bien se passer. Mais oui, il a été supérieur à tous les coureurs. Voilà. Il était au-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le Tour de Van Aert, à part que chapeau. Chapeau, je crois que c'est le seul terme qu'on peut dire. C'est un coureur qui a tout mis, qui a tout fait correctement. Aujourd'hui, il est au-dessus. C'est son premier maillot vert de sa carrière, ce qui semble surprenant à 27 ans. Après, je rappelle, ça fait depuis 4 ans, 4 saisons, grosso modo, qu'il joue vraiment toutes les grandes courses, parce qu'avant, c'était moins le cas à l'époque où il était chez Veranda Williams. Mais il a été, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs coureurs du monde. C'est parmi les trois au cyclocross, c'est le plus polyvalent. Pidcock pour moi est meilleur grimpeur, mais c'est le plus polyvalent. Et puis après, Wout van Aert, il est au-dessus aujourd'hui. Il est au-dessus et c'est un coureur qui est impossible à battre aujourd'hui dans la plupart des sprints. Les seuls qui arrivent à le battre sont les sprinteurs comme Caleb Ewan et comme Jacobson ou comme Demar aussi, je pense qu'ils sont capables de le battre. Mais bon, il faut être dans le gratin mondial. Même pour le battre sur le plat, il faut être dans le gratin mondial. Donc, c'est sûr que c'est un ovni, mais c'est un super coureur. Et puis, belle victoire également de Laporte, mais on en a déjà parlé du côté du bilan des Bleus, de Christophe Laporte, mais qui a fait également du bon boulot. C'est vrai qu'il a bien été aidé aussi Van Aert, avec notamment Nathan Van der Donk, Tige Benoot, avec Christophe Laporte. Ça a bien aidé également du côté des sprints. Le deuxième du côté du classement du maillot vert, Jasper Philipsen. Le pur sprinter qui a passé le mieux la montagne. 2 victoires d'étape en fin de Tour de France, ce qui est quand même très costaud. La victoire à Carcassonne, la victoire du côté de Paris à Carcassonne, il fait un très beau mouvement dans le virage, très bonne trajectoire. Aux Champs-Élysées, il fait également un très bon sprint, il profite du gros travail pour Groenewegen. Deuxième à Calais, on s'est bien foutu de sa gueule, mais il fallait également le faire, la deuxième place à Calais. Parce que moi je vous avais dit ce jour-là que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit très bien au final. 5e à Nyborg, 3e à Zonderborg. Ça a été un bon Tour de France de la part de Philipsen, qui finit toujours très bien ses grands tours. Parce que ça avait déjà été le cas sur la Vuelta. Ça fait quand même 5 victoires sur les grands tours. Il lui manque que le Giro désormais. Vainqueur du Grand Prix de Denain, vainqueur du Grand Prix de l'Escaut également, du Châle des Praches. Deuxième de l'Oxyclean Classique Bruges de Panne. Également vainqueur d'une étape du Tour de Lander. De 3 étapes sur le Tour de Turquie. Pourtant, je vous avais dit, il n'arrivait pas forcément... il avait eu un mois d'avril pas exceptionnel. C'est vrai que le Tour de Turquie n'avait pas été fou, les classiques n'avaient pas été dingues aussi. C'est vrai que ça aurait pu être mieux. Puis il s'est remis en route au moment du Tour de Belgique, où il a vraiment fait une belle victoire du côté de Knokke-Heist, qui est là où il y avait le départ du contre-la-montre des derniers championnats du monde. Et puis derrière, vainqueur à Carcassonne, 3e des championnats de Belgique sur la course sur route. Enfin voilà, il y a des très très bons résultats. On va voir maintenant quelle va être sa deuxième partie de saison. Il est jusqu'en 2024 chez Alpecin. Ça aussi, c'était bien fait de la part d'Alpecin de le conserver. Et pourtant, au départ de cette course, il a un leadership partagé avec Van Der Poel. Il a mangé Van Der Poel quand même en première semaine. Et ensuite, qui a été quand même une grosse déception de ce Tour de France, Van Der Poel.
mais qui n'a pas réussi à enquiller le Giro et le Tour de France. Et du côté de Philipsen, il a réussi ensuite à avoir l'équipe avec lui et à faire du très bon job. Mais oui, il a été au-dessus sur ce Tour de France. Le fait de ne plus avoir Van Der Poel dans les pattes aussi à partir de la fin de la première semaine, ça l'a aidé pour les étapes de montagne, je pense, à avoir du monde autour de lui dans le groupe Eto. Et puis après, il fait des super sprints. Donc voilà, il finit deuxième du classement du maillot vert quand même. Aussi, alors certes à 200 points de Van Aert, mais sans l'avoir totalement joué non plus. On l'a rarement vu prendre des points au niveau des sprints inter. C'est pas le coureur qui a fait le plus gros job au niveau des sprints internes, donc c'est vraiment du très bon travail. Voilà, ça a été bien fait. Donc c'est un bon Tour de France pour lui et Philipsen. Ça fait partie de cette nouvelle génération des sprinteurs. Je dirais qu'il y a une belle génération entre 22 et 24 ans là qui arrive. Philipsen est déjà là, Dainese aussi. Ce sont presque les plus vieux de cette génération-là, mais on va avoir des beaux sprints dans les années à venir. C'est des très très bons coureurs au niveau du sprint. Ça va être vraiment très sympa, je pense, à suivre. Groenewegen, il voulait en claquer une, il en a claqué une. Donc, voilà. Parmi les purs sprinteurs, parce que même Philipsen, c'est un sprinter qui passe quand même bien les bosses, mais pas du tout le cas de Groenewegen. Normalement, c'est pas le meilleur sprinter en bosse. Même s'il a fait quand même beaucoup de progrès en montagne, et je pense que le fait d'avoir fait le Dauphiné a été intéressant pour lui, mais il a fait un bon Tour de France. Groenewegen, il reclaque une victoire, et comme je vous en avais parlé de sa victoire à Sonderborg, c'est une victoire qui est très importante pour lui, pour sa reconstruction, plus que la victoire de Jacobsen. Je pense que vraiment la victoire de Groenewegen, ça finissait ce cycle de post-Tour de Pologne où il provoque la chute de Jacobsen, et ensuite il a pris quand même des sauts de merde sur la gueule, notamment de la part de Patrick Lefevere, qui avait dit qu'il fallait le mettre en prison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grande phrase de Patrick Lefevere. Et ensuite, ça a été compliqué. Dernière saison chez Jumbo-Visma, ça a été compliqué, mais la relance chez Bike Exchange était une bonne idée. Puis je pense que cette victoire va lui faire du bien, et que l'année prochaine, 2023-2024, il faudra faire attention à lui, parce qu'une fois qu'il aura retrouvé ses esprits, il prendra peut-être plus de risques aussi pour frotter dans les sprints massifs. Mais c'est quand même pas une mauvaise année, hein. Quand tu regardes 2 victoires, une en Hongrie, ça fait 3, 4 au Tour de Slovénie, donc 5 sur le Tour de France. Alors c'est pas sa saison la plus prolifique, mais c'est quand même pas mal. Il n'avait pas gagné sur le Tour de France depuis 3 ans, depuis 2019. Donc voilà, il a repris sa marche en avant. Il a refait des bons résultats. Donc voilà, il est en fin de retour, Groenewegen, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir le sprinter néerlandais aux avant-postes. Et voilà, maintenant, il est beaucoup plus fort qu'avant. Et je pense que c'est un coureur sur lequel il faudra faire désormais très attention l'année prochaine. Parce que ça risque d'être un coureur dur à battre et mentalement dur à atteindre aussi. Voilà. Maintenant, il est solide mentalement. C'est un coureur qui a montré qu'on pouvait lui mettre des sauts de merde sur la tête et qui pouvait rebondir. Et puis Matthews, qui a quand même gagné une belle victoire. Alors Matthews, c'est dommage qu'on soit un peu partagé les points au niveau du maillot vert, mais qui a remporté une belle victoire du côté de Mende. Alors pas une victoire en sprinter, plutôt une victoire en puncher. Sinon, il a fait quand même deuxième également à Lausanne, deuxième à Longwy, mais on l'a utilisé en tant que puncher, Matthews, et c'est là où pour moi maintenant il est le meilleur. C'est avec ses qualités de puncher, c'est plus un sprinter pour moi, Matthews, même si on le voit encore sprinter quelques fois dans l'année. Pour moi, c'est devenu un puncher de toute manière. Sa victoire cette saison avant ce Tour de France, c'était la première étape du Tour de Catalogne, qui pour moi était une arrivée de puncher. On se souvient notamment Cotin Paché qui avait fait 3ème juste derrière Colbrelli. Donc voilà, Matthews a fait un bon Tour de France avec cette victoire. Et donc c'est plutôt une course réussie pour Bike Exchange, avec 2 victoires d'étape en passant.
pour deux coureurs, pour les deux leaders de l'équipe. Correct. Du côté de ce bilan des sprinters, je commence avec Jakobsen. Bah correct parce que oui, il prend une victoire d'étape, Jakobsen. Mais on a vu les faiblesses également de Jakobsen, c'est-à-dire cette incapacité à passer les bosses. Bah, ça a été un vrai problème sur ce Tour de France. Il gagne lors de l'étape numéro 2 à Nyborg, mais ensuite on le verra encore à Arenberg où il fait 9, à Sonderborg. Mais à partir du moment où on a attaqué les étapes de boss, c'était fini. C'est-à-dire son Tour de France se termine à l'étape numéro 5. Ensuite, il ne fera plus un sprint potable jusqu'à l'arrivée où il n'arrivera pas à s'en remettre. Il passe ses délais pour pas grand-chose quand même, les 13 secondes. Et je pense que ça lui est resté dans les pattes. Je le disais, mais même Cavendish, même Petaki, à leur époque, ont dû faire un travail en montagne pour passer les bosses. Pour mieux s'en sortir au niveau des délais, pour moins souffrir en montagne. Cavendish, il perd un maillot vert face à Petaki, ça se joue dans la montagne. Cavendish n'a pas beaucoup de maillots verts, même dans sa carrière, mais parce que à une époque, il avait également les mêmes problèmes que Jakobsen. Il ne passait pas du tout les bosses. C'était un enfer pour lui. Mais il perd un maillot vert de cette manière, parce qu'il passe moins les côtes que son adversaire, et que ça a été un vrai problème. Et en 2021, il gagne le maillot vert. Alors certes, il gagne quand même 4 étapes, mais il gagne aussi le maillot vert parce que sur les étapes de montagne, il arrive à s'en sortir. Il arrive à faire du bon travail. Il arrive à marquer parfois quelques points, mais surtout à être moins fatigué après les étapes de montagne. À garder du jus. Parce qu'il a quand même progressé en boss. Alors c'est pas un grimpeur, Mark Cavendish. Je demande pas à Fabio Jakobsen d'être un grimpeur, mais il faut qu'il progresse en montagne. Parce que sinon, ça fera comme Yann Kersipou, par exemple. Yann Kersipou était un très grand sprinter. Plus personne s'en souvient aujourd'hui de Yann Kersipou. Mais parce qu'il n'a jamais remporté de maillot vert. Parce que Yann Kersipou, il a abandonné au bout de 5 jours, 6 jours de course, les grands tours. Il a dû finir un grand tour dans sa carrière, Kersipou, parce qu'il passait pas la montagne. Et ce qui fait la différence entre un grand sprinter et un sprinter plus lambda, c'est aussi sa capacité à passer les bosses. Et aujourd'hui, il faut qu'il perde moins d'énergie en montagne, Jakobsen. Vraiment, il faut qu'il soit meilleur dans ce domaine-là. Et j'espère que ce Tour de France lui aura fait comprendre que on ne peut pas avoir un gros palmarès si on ne passe pas un minimum les bosses. Et cette incapacité à passer les bosses a été un vrai problème pour Jakobsen pendant ce Tour de France. Ça lui coûte quand même des victoires. La victoire aux Champs-Élysées, c'est le fait d'avoir passé les délais pour 13 secondes, quoi. 15 secondes, je sais plus. Mais oui, ça a été un deuxième partie de Tour de France très compliqué pour Jakobsen. Donc voilà, s'il veut gagner encore des étapes, il faudra faire mieux. Peut-être perdre aussi 1 ou 2 kilos, parce qu'il est quand même à 78. Il fait un 81, il est plus grand que Cavendish. Mais ouais, peut-être perdre 1 ou 2 kilos. Ça peut toujours aider en montagne. Mais surtout, ouais, il faudra qu'il fasse mieux sur les sprints, quoi. Hein. Ça sera une obligation. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il a quand même aussi une grande carcasse, hein, Coco. Hein. 81, 78 kilos. C'est vrai que perdre 1 ou 2 kilos. Peut-être aller à 76 serait pas mal. Ça aiderait peut-être un petit peu en montagne aussi. On continue avec le gros. Le gros Mozzato, je dirais les deux sprinters de BNB. Ils font des top 10. On les attendait pas à ce niveau-là. Foncièrement, surtout Jérémy Lecros. Mais même Mozzato a fait des top 10. C'est plutôt une belle perf de la part des sprinters de BNB. C'est vrai qu'on n'attendait pas BNB du côté des sprints. Hein, on les attendait plutôt du côté de la montagne. Lui, il fait 6e et 7e. Mozzato, il fait... Hop là, que je reprenne. Qui fait 8, 9, 6 et 9. Donc, il fait 4 top 10. De l'autre côté, on en fait 2. Voilà, c'est plutôt correct là aussi pour Luca Mozzato, qui a un contrat jusqu'en 2025. C'est un coureur sur lequel on mise beaucoup.
du côté de l'équipe BNB Hotel. J'aimerais quand même qu'il soit parfois plus présent sur les étapes un peu plus difficiles, Mozzato. Je pense que c'est un de ses défauts. Jérémy Lecros, c'est une carrière surprenante parce qu'il fait son premier Tour de France tard pour un coureur qui est passé dans la filière Quick Step, c'est surprenant. Je pense pas qu'en plus il était forcément le choix numéro 1, mais il a dû montrer à Jérôme Pinault qui faisait le job, qu'il a bien couru et qu'il faisait du bon travail. Et puis surtout, on voulait peut-être le récompenser aussi parce que c'est un mec qui est là depuis le départ chez Vital Concept. C'est un mec qui était là au tout début de l'équipe. Ça aussi, il faut le rappeler. Il fait partie des coureurs qu'on cru au projet de Jérôme Pinault. Et puis bon, voilà, il avait fait des bons résultats au bouclier de la Mayenne. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'aller sur le Tour de France avec lui. Donc c'est plutôt une bonne chose de la part de Jérémy Lecros. Et puis oui, on a fait les deux ont fait un bon Tour de France. C'est pas le cas de beaucoup de coureurs de cette équipe BNB Hotel. Et puis je termine avec Mats Pedersen. Alors Mats Pedersen, je mets pas super, je mets correct parce que l'étape qu'il remporte, c'est pas un sprint massif. Il faut déjà le rappeler, l'étape qui est une belle victoire du côté de Saint-Étienne. Où il fait un sacré numéro et aussi un gros travail de Quinn Simmons. Il a été régulier. C'est dommage qu'il a une fin de Tour de France compliquée mais malade. Mais il a quand même été régulier. 3e à Nyborg, 12e à Zonderborg, 12e à Calais, 3e à Carcassonne. Mais on aurait peut-être pu s'attendre à mieux de la part de Petersen sur les sprints massifs. C'est-à-dire que il remporte une belle étape, ça c'est bien. Sur les sprints massifs, il était moins fort, me semble-t-il, que Tour de Belgique, mais surtout au circuit de la Sarthe aussi, où il était fort face à Cavendish, mais à Paris-Nice et à l'Étoile de Bessèges, où il avait fait vraiment du bon job. Là, il était moins costaud. Peut-être un peu de fatigue également pour Pedersen, qui lui est à 60 jours de course. Peut-être qu'il s'est mis également un peu trop de pression du côté du Danemark, aussi, où vous voulez gagner à tout prix, et c'est pas toujours facile quand on est dans ce genre de situation de vouloir gagner à tout prix. Mais sinon, il fait quand même un bon Tour de France, Pedersen, mais d'un point de vue sprint, je m'attendais à une chouille mieux. C'est correct, mais il manque une victoire pour moi. Voilà. C'est-à-dire que Mats Pedersen, il fait partie des coureurs qui sont en capacité de gagner des sprints massifs. Et là, ça n'a pas été le cas. Là aussi, pas forcément totalement aidé du côté de la Trek. Certes, il avait Stuyven, mais il n'y avait pas forcément 150 coureurs autour de lui. Donc, c'est compliqué aussi de ce côté-là. Il aurait fallu une victoire, voilà, pour que je te mette au top. Ou peut-être la 12e place à Calais, la 12e place à Sonderborg, la transformer en top 5. Aussi. Mais il fait 6e du classement des sprinters. On aurait pu là aussi s'attendre à ce qu'il soit un peu plus haut. Donc c'est pour ça que je mets correct, mais pas foufou. J'ai décidé de mettre... Alors j'ai hésité pendant très longtemps avec Sagan. Je peux vous dire. J'ai mis correct pour Sagan, mais parce que j'ai pris en compte également le fait que ça n'a pas été facile sur ce Tour de France au niveau physique. Il fait quand même plusieurs top 10, 5 top 10, donc c'est pour ça que je mets correct. Là aussi, il manque une victoire pour que je dise mieux que correct au coureur slovaque. Mais c'est pas un tour catastrophique. C'est-à-dire quand tu regardes quand même son début de saison, par rapport à son début de saison, qui là était très mauvais, c'est plutôt pas mal. C'est sûr qu'on avait des espérances après sa victoire sur le Tour de Suisse, on s'était dit pourquoi pas, surtout qu'il avait fait 5e également de Milan-Turin. Mais là, il en manquait pour aller vraiment chercher la gagne. Après, c'est un coureur qui sait bien se placer. Il manque aussi peut-être 2-3 éléments, un vrai train. Mais bon, Total étant pas une équipe de première division, c'est compliqué de mettre un train pour un sprinter sur le Tour de France, en sachant que c'est le seul grand tour auquel tu participes.
Si encore tu avais le Tour d'Espagne, tu dis oui, bah tu mises sur Pierre Latour sur le Tour d'Espagne et tout sur Sagan sur le Tour de France, mais c'est quand même un peu compliqué quand tu ne fais qu'un grand tour. Mais il a fait voilà, des très bons résultats. Enfin voilà, il fait 5 top 10, c'est correct de la part de Peter Sagan. Donc j'ai hésité entre correct et pas foufou. Au final, je me suis dit, il y a quand même une belle régularité, donc j'ai décidé de mettre correct. On passe à pas foufou. Pas foufou, Hofstetter. Il manque un top 5. Il manque un top 5 pour être dans correct, Hofstetter. Je pense qu'il était capable de faire une chouille mieux. Il fait 3 8e places et une 9e place et une 10e place à Nyborg. Surtout qu'il y avait quand même du monde aussi. Il y avait du Mathis Louvel et autres qui ont certes travaillé également pour Quintana, mais ça aurait pu aider un petit peu. Il a manqué un petit peu. Parce que quand tu vois ce que fait Hofstetter chez Israël, ou ce qu'a fait Hofstetter en début de saison, tu te dis, il y avait moyen de faire une chouille mieux. Il est arrivé un peu fatigué, je pense, peut-être sur ce Tour de France, avec une 50aine de jours de course. Et il avait surtout pas la même forme qu'au mois de mai, au mois d'avril, et surtout au mois de mars, où il fait un très gros mois de mars quand même. C'est vrai, au mois de mars, il avait été sensationnel. Au mois de mai, il fait également encore des bons résultats sur les 4 jours de Dunkerque et au Trobron-Léon. Mais c'est sûr que sur ce Tour de France, il y a encore des top 10, mais je pense qu'il avait la capacité sur certains sprints de faire top 5. Je pense à Cahors. Cahors, il part quand même de très loin face à la porte. Donc ça peut pas le faire. On peut... Ouais, même l'étape de Calais, l'étape d'Arenberg, il fait que 20e. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un peu mieux. Alors, il fallait bosser également pour Quintana, mais ça a été peut-être aussi son problème, c'est d'être obligé de travailler pour Quintana aussi de temps en temps. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a tenu les 3 semaines. Et puis, aussi, c'est que son deuxième grand tour. C'est pour un coureur qui a 28 ans, c'est que son deuxième Tour de France. Le premier, il l'a fait en 2020 avec Israël. Il ne l'avait pas fait en 2021 de grand tour. Donc, c'est vrai que c'est un coureur qui a peu d'expérience dans ce type de course. C'est ce qui lui a peut-être manqué sur les sprints massifs où c'est vrai qu'avoir fait déjà 1, 2, 3 grands tours dans sa carrière, ça aide quand même pour les sprints massifs du Tour de France qui sont souvent très compliqués. Parmi le deuxième pas foufou, c'est Christophe. Alors, Christophe, il sauve un peu son Tour de France quand même sur le dernier sprint. Il fait 3e. Sinon, le reste a quand même été décevant. Un problème de timing avec Pasqualone. Très souvent, avec Pasqualone, ça s'est pas bien passé. Moi, j'ai même du mal à comprendre pourquoi on n'a pas utilisé Adrien Petit comme dernier sprint, comme dernier poisson pilote. Parce qu'on sait que Adrien Petit l'a déjà fait. Avec Pasqualone, ça se passe pas bien. C'est fou parce que Christophe avec Guillermeil gagne quand même fait 3e de Eschborn-Francfort. Avec Guillermeil, ça s'est bien passé. Avec Pasqualone, ça a été tout de suite plus compliqué à chaque fois. Depuis le début de saison, je dis, le timing n'est pas là. C'est une question de timing, le sprint. Il faut lancer au bon moment et à la bonne vitesse son sprinter. Et là, c'est pas le cas. C'est ce qui a manqué aujourd'hui pour le coureur, pour ce coureur-là. Il a manqué un peu de choses, quoi. Un peu de choses parce que quand tu regardes ce qu'est capable de faire Christophe, même en début de saison, tu te dis qu'avec un train qui aurait mieux marché, c'est vrai que Van der Horn n'a pas été très bon sur ce Tour de France. Et en fin de Tour de France, il a fallu un peu bosser pour Meintjes aussi, enfin protéger un peu Meintjes, donc ça a joué sur les sprints de Christophe. Mais il a manqué une équipe un peu plus solide. Alors Alexander Christophe, c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit sur un grand tour. Ça aussi, il faut se le mettre en tête.
L'année prochaine, il rejoindrait peut-être une OX. On ne sait pas si une OX sera invitée sur les grands tours. Et du côté d'Intermarché, on ira prendre un autre coureur. C'est pas une mauvaise saison qu'il fait avec Intermarché, mais c'est pas un très bon Tour de France par contre qu'il a fait le coureur norvégien qui avait été très performant notamment au Grand Prix de l'Escaut, on s'en souvient. Mais là sur ce Tour de France, il y a une quatrième place, une troisième place, ce qui sauve quand même son tour parce que sinon il passe vraiment complètement à travers sur ce Tour de France. Je poursuis avec Van Poppel. On se posait la question quand même en début de Tour de France s'il n'était pas dans la même situation que Pidcock à travailler pour un leader. Il était un petit peu dans la même situation que Pidcock à travailler pour un leader. On lui a laissé quelquefois jouer sa carte quand même sur les sprints massifs, mais il devait se débrouiller seul. Donc c'était pas évident pour Van Poppel. C'est vrai qu'il fait 5e à Carcassonne, 4e à Nyborg. Mais on voit très bien que déjà au fur et à mesure du tour, ça a été un peu plus compliqué. C'est vrai que la montagne, c'est pas forcément sa spécialité non plus, et puis qu'il a fallu qu'il bosse énormément pour Vlasov. Et de toute manière, il était seul sur les sprints, c'est-à-dire il n'y a jamais un coureur qui l'a vraiment aidé. Il y a eu un peu Marco Haller, mais bon, Haller est Polite, mais on sent bien que à part Haller qui aidait un petit peu Van Poppel, sinon les autres c'est un peu compliqué. Et à partir du moment où tu n'as pas un train complet, faut suivre les autres et c'est pas forcément l'idéal, et surtout sur un grand tour, ça veut dire que tu consommes beaucoup d'énergie, et quand tu consommes déjà beaucoup d'énergie pour protéger tes leaders sur les étapes de plat, forcément c'est des ressources qu'il te manque pour aller chercher la gagne sur des grosses étapes. Et puis Pidcock, c'est un peu pareil que Van Poppel, c'est-à-dire que il remporte une étape, mais une étape de montagne. Sur les sprints, il devait bosser pour d'autres coureurs, notamment Geraint Thomas, donc il a rarement eu sa chance, il a rarement eu des opportunités, et encore une fois je pense que de toute manière Pidcock, il faut qu'il se concentre maintenant sur la montagne. Quand tu gagnes à l'Alpe d'Huez, je crois qu'il y a un moment tu as des qualités en montagne qui sont plus importantes que tes qualités au niveau du sprint. Là il fait 4e à Longwy, mais qui n'était pas non plus un sprint. Donc il a dû rouler pour les autres. Et il n'avait pas un rôle facile du côté de chez Ineos. Mais bon, de toute manière, vu qu'il a un contrat jusqu'en 2027 chez Ineos, je pense que Ineos est quand même une équipe intelligente. Je pense qu'on devrait le revoir en montagne. Et puis les deux flops, les deux bonnets d'âne. Eh bien, Dainese, on attendait un petit peu Dainese après son Tour d'Italie qui avait été bon, sauf qu'il a fini le Tour d'Italie et que le Tour de France, c'était compliqué de repartir. Il finit fatigué sur Tour de France. C'est dommage parce qu'il a fait un bon Tour d'Italie, vainqueur à Reggio Emilia sur cette étape toute plate, mais 5e à Cuneo, 5e également à Trévise, il avait fait 7e à Bezzine, et Balaton de Fured il avait fait 9. 6e également sur le Tour de Belgique lors de l'étape 2. Sur le Tour de France, ça a été plus compliqué. Alors il fait 3e à Cahors sur un sprint un petit peu décousu où DSM roule pas mal pour lui en passant. Mais c'est vrai qu'il a dû se débrouiller souvent très seul, qu'il n'avait pas forcément de coureur pour lui faire un petit train dans le dernier kilomètre, ce qui fait qu'il a mangé pas mal de vent. Alors on roulait pour lui à 5 bornes de l'arrivée, mais il n'y avait plus grand monde dans les moments importants. Et ensuite, ça a été compliqué pendant ces 3 semaines de course parce que fatigué, tout simplement. Il finit un peu sur les rotules quand même, Coco. Mais ce qui est tout à fait normal quand c'est la première fois que tu enchaînes Tour d'Italie et Tour de France. Et je rappelle juste que Coco, il a enchaîné ses 3 premiers grands tours d'affilée. C'est-à-dire qu'il a fait l'année dernière la Vuelta, Giro, Tour de France. C'est osé à 24 ans. Je pense que très clairement, la fin de saison va être plutôt vacances pour Dainese. Je pense qu'on va pas trop le voir en août. On va peut-être le revoir un petit peu en septembre. Mais je pense que il a passé il y aura moins d'objectifs sur le reste de la saison pour Alberto Dainese et puis bien entendu Caleb Ewan. Ça a été un Tour de France qui a beaucoup ressemblé au Tour d'Italie au final pour Caleb Ewan. Il y a eu de la malchance, il n'y a eu aucun bon sprint. Son meilleur résultat, c'est une 8e place aux Champs-Élysées. Mais il a pu faire aucun sprint correctement. Il lui manquait du personnel dans le final.
Et ça a été compliqué, quoi. Mais de toute façon, l'année de Caleb Ewan n'a pas été facile. Donc je vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé sur la dernière étape du Tour de France. Voilà, il passe à côté de l'année 2022 et le problème c'est que il passe au côté au mauvais moment, la mauvaise année pour la Lotto, qui voilà, va peut-être passer en deuxième division. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour Caleb Ewan, qui voilà, a eu une année compliquée, une année où il passe complètement à travers. Avec là aucun sprint potable, mais aucun. C'est-à-dire qu'à aucun moment il a pu faire un sprint correct, donc ça a été compliqué pour le sprinter australien. Eh bien c'était le dernier dont on parlait dans cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, et puis nous, on se retrouve pour une dernière vidéo, le bilan des grimpeurs, sur ces débriefs Tour de France, et puis toujours le Tour de France féminin, également sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.